Tout à l'heure, tu as parlé de deux choses. Tu as parlé du trading et tu as parlé de l'investissement. Oui. Tu as dit que le trading, c'est un métier. Oui, une L'investissement, activité. c'est un placement. Oui. Comment est-ce que tu parviens à gérer les risques des investissements que tu fais? Avec un investissement de pratiquement 50 dollars à l'époque, il s'était retrouvé à plus de 42 millions de francs CFA. Quelle est cette chose qui est plus importante pour toi? Que tu penses qu'il faut avoir ça pour réussir dans le monde du trading? Le monde qui arrive, c'est un monde où il faut avoir un peu plus que ce qui était prévu. Je n'ai pas dans mon portefeuille de crypto-monnaies hors du top 10. Si Gédéon devait prédire le marché financier dans les 6 prochains mois, étant donné que nous sommes filmés actuellement et la vidéo sera publiée, si on doit revenir dans les 6 prochains mois, qu'est-ce que Gédéon va dire? Déjà, je n'ai pas la prétention de pouvoir faire des prédictions de ce type. Bonjour Gédéon. Bonjour. Merci d'avoir accepté de passer à cette émission aujourd'hui. Merci de Mais en m'avoir 2 invité. mots, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Gédéon Nini, un entrepreneur qui essaye de marquer son temps. Je suis par ailleurs aussi un acteur dans le domaine de la finance des marchés. Par ailleurs, ça fait plusieurs années déjà que j'organise des événements au Cameroun et en Afrique où on rassemble des centaines, voire des milliers de jeunes pour leur apprendre ce domaine-là. Mais dans le fond et au-delà des chiffres, je suis avant tout quelqu'un qui est passionné, enthousiaste dans la volonté de vouloir transmettre de la valeur aux autres. Donc c'est en un mot ou en deux comme je peux me présenter. Ok. Donc l'autre question c'est de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire dans le domaine du blockchain, trading, tout ça. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé? Oui, surtout que on peut aussi se demander où est-ce qu'on se forme pour devenir, surtout que dans notre contexte africain ou au Camerounais, il n'y a pas des instituts qui forment de manière professionnelle dans ce domaine où à la fin on conclut par un diplôme, puisque c'est la norme en termes de compétences dans notre environnement. Il faut dire qu'à la base, ce n'est pas ça. J'ai un baccalauréat A4, donc je suis passionné pour la littérature. Je vais d'ailleurs faire philosophie à l'université de Douala où je vais obtenir une licence. Mais la vision, elle est claire à ce moment-là, c'est d'obtenir une licence, faire lyrique et faire dans la diplomatie parce que j'étais passionné de la diplomatie, mais particulièrement de la diplomatie des affaires. Okay. Mais comme on dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Je vais me retrouver cette année-là à ne plus faire le concours pour certaines circonstances et je vais entrer à l'ESSEC où je vais poursuivre un master professionnel dans le domaine de l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise. Donc c'est de là que je découvre aussi par certains réseaux le monde de la crypto-monnaie, le monde de la blockchain et je serai plus passionné par la technologie. Donc l'idée n'est pas pour moi de dire voici une opportunité qui va me rapporter de l'argent, mais l'idée c'est de dire quelle est cette technologie qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que ce n'est pas le bon moment de se positionner maintenant? Et c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment m'engager parce que je suis passionné des innovations. Je suis passionné du nouveau. Je suis surtout passionné des choses dont on me dit qu'elles peuvent changer le cours de l'Afrique. Parce que je suis aussi un passionné de l'Afrique. Donc c'est de là que je vais découvrir ce monde-là. Je vais apprendre. Et des années après, je vais me retrouver comme quelqu'un de compétent. Et voilà, je serai sollicité par des institutions, même publiques de notre pays, des ministères, où je vais partager mon savoir dans ce domaine. Et passion sur passion, voilà, je vais me retrouver à être Gédéon Nini que je suis aujourd'hui et qui est connu comme étant un expert dans le domaine de la blockchain, des cryptos, de la finance, de la bourse et du trading. Ok. Ça veut dire que ce qui te motive réellement à devenir trader, c'est la curiosité. La curiosité. Ok. À la base, c'était pas ça. La curiosité, c'est oui exactement. C'est l'amour, la passion de l'innovation. Tout ce qui est nouveau me fascine. Moi, j'ai entendu parler par exemple de l'intelligence artificielle. Moi, pour ceux qui ont été mes étudiants savent que j'ai eu à parler de cela dans les années 2021 déjà. J'avais organisé même la première masterclass dans notre entreprise ADEDO à l'époque sur l'intelligence artificielle, c'était en 2021. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui, mais moi j'ai toujours été passionné par l'innovation. Voilà. Et actuellement, Gédéon fait toujours dans l'intelligence artificielle. Il voulait concentrer uniquement en trading. Je ne me suis pas engagé dans l'intelligence artificielle fondamentalement pour en être un expert.
mais c'était plus pour donner des orientations. Parce qu'il était question de dire à la jeunesse ou alors aux proches que le monde qui arrive, c'est un monde où il faut avoir un peu plus que ce qui était prévu. Un peu plus que ce qui était prévu. Quoi, ce qui est prévu, c'est un diplôme, ce qui est prévu, c'est avoir un savoir si pointu dans un domaine et obtenir du travail. Mais dans un monde qui arrive où les robots, où l'intelligence artificielle prendra toute la surface, il faut avoir un peu plus. Et ce que je conseillais, bizarrement, contre toute attente, ce qu'on pourrait s'attendre que je puisse proposer aux gens, ce n'était pas de venir apprendre l'intelligence artificielle. C'est de dire que vous devez avoir quelque chose de plus que l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le rapport humain, par exemple. Ce tic-là, je peux prendre encore le côté, par exemple, de la lecture. Il y a des choses, il faut être quelqu'un qui est poussé dans la recherche lorsqu'on est confronté à des situations comme celle-là. Aujourd'hui, il faut être quelqu'un qui peut apporter plus, qui innove en lui-même au quotidien. Qui innove en lui-même au quotidien. On ne demande pas à tout le monde de se lancer dans l'intelligence artificielle pour contrecarrer l'intelligence artificielle, mais il faudrait que je me sente à l'aise de discuter avec vous, plus que d'être avec un robot. Il faudrait que je me sente à l'aise de vous avoir comme collaborateur que d'avoir un collaborateur. Exactement. Donc c'est ça un peu les critères qui permettront de démarquer des personnes aujourd'hui. Ce n'est pas de dire que tout le monde va se lancer dans l'intelligence artificielle. Ça serait aussi un monde très bondé. Donc je voulais juste dire aussi que je ne croyais pas, peut-être comme beaucoup, que l'intelligence artificielle va peut-être annuler, va créer peut-être, comment on appelle souvent ça, le manque d'emploi. Toutes les innovations créent des manques d'emploi, mais aussi créer des nouveaux métiers. Voilà. Donc il faut aussi penser, si l'intelligence artificielle scelle beaucoup ce côté, où est-ce que je peux trouver de l'espace? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle crée aussi comme opportunité? C'était un peu ça la vision qui était partagée. On voit là que c'était plus une vision un peu plus théorique. Ce n'était pas une vision technique pour dire voici comment il faut créer notre propre part d'intelligence artificielle. Voilà, c'est vrai que je connais beaucoup de jeunes aujourd'hui qui développent des technologies de ce type. Je ne suis pas un programmeur, je n'ai pas une compétence technique de la chose, mais j'ai plus ce petit savoir qui peut me permettre d'orienter, peut-être comme consultant. Et actuellement, quels sont les objectifs professionnels des GD? Est-ce que GD a des objectifs professionnels? Tu peux citer? Oui, je pense que si on n'a pas d'objectif à tout moment de la vie, on ferait mieux de mourir. Il y a toujours quelque chose qu'on chasse et parfois même lorsqu'on l'atteint, on en veut encore plus. Et c'est peut-être ça qu'on peut considérer par moments comme le malheur de la vie, mais c'est aussi le bonheur de la vie parce qu'après c'est une vie si on ne chasse pas des objectifs et la joie qu'il y a de les atteindre et de vouloir se donner une autre mission de chasser de nouvelles et de les obtenir. Donc les objectifs, oui, j'en ai. Peut-être dans d'autres domaines. Non, professionnel. Oui, professionnel. Je ne parle pas du mariage. Mes objectifs aujourd'hui sont plus orientés dans le domaine de l'entrepreneuriat hors ligne. J'ai d'ailleurs une entreprise dont nous sommes en train de tout finaliser qui fera dans la distribution, dans la grande distribution. Vous voyez. Parce que je pense que les entrepreneurs en ligne, comme pas des entrepreneurs en ligne, nous les traders déjà, nous en faisons partie, les investisseurs boursiers, nous en faisons partie, c'est-à-dire qu'on gagne tout notre argent autour derrière un ordinateur, derrière un écran. Et il faut vendre un peu cela un peu plus cher. C'est-à-dire de dire qu'on peut quitter de la ligne, pas forcément parce que l'entrepreneuriat dans le réel, je vais dire comme ça, physique, pour qu'on comprenne, pour que les autres puissent mieux comprendre, rapporte plus que ce qui est en ligne. Mais dans un environnement comme le nôtre, où ces activités sont taxées de n'importe quoi, il faut partir de là aussi pour construire quelque chose sur le terrain, pour montrer que non, ce sont des activités très pertinentes et dont tout le monde devrait aujourd'hui apprendre, mais on peut aussi partir de cela pour construire vraiment un patrimoine solide et qui peut être vu, qui peut créer de la richesse, créer des emplois. Et pour moi, c'est un peu ça la vision, c'est-à-dire de construire des choses un peu plus concrètes, des entreprises
physique qui emploie des milliers, c'est mon vœu le plus profond, camerounais, d'Africains, et c'est ça vraiment les objectifs que je me suis fixés depuis 2024, et nous sommes en train de travailler par rapport à cela. Et il faut dire que l'entreprise est déjà opérationnelle, mais la vision, elle est tellement grande à un tel point qu'on peut se dire pour le moment qu'on n'a encore rien fait. Ok. Et comment tu penses parvenir à toucher ces objectifs-là? Par le travail, par aussi l'énergie et la passion que je dégage pour cela. Mais avant tout, il faut dire que je mets beaucoup ma confiance en Dieu dans toutes les initiatives dans lesquelles je m'engage. Mais sauf que parfois, lorsque tu vas dire Dieu, on va penser que tu ne travailleras pas derrière. Donc voilà pourquoi je dis, c'est pas le travail, mais c'est surtout par la foi en Dieu et par le travail que je mettrai avec tous mes collaborateurs pour que nous puissions y arriver. Il faut dire que l'entrepreneuriat au Cameroun ou alors en Afrique n'est pas chose aisée. Donc, on fait comme on peut, on met l'énergie de telle en sorte que même si ça ne marche pas comme on a prévu, mais que l'effort qui a été fourni nous console. Et on ne se dira pas que ça n'a pas marché parce qu'on n'a rien fait. Et là, on pourra se dire que ça n'a peut-être pas marché, peut-être parce que Dieu l'aurait voulu. Maintenant, est-ce que Gideon peut nous parler d'un projet ou d'une réussite, peut-être qu'il a particulièrement marqué? Bien sûr, sur le trading toujours. Dans ma propre vie? Oui, dans la propre vie. Réussite? Qui t'a particulièrement marqué? Un projet, c'est vrai que je ne parle souvent pas trop de réussite, parce que ça a toujours été bizarre pour moi d'entendre des personnes dire qu'elles ont réussi leur vie. Parce que réussir sa vie, c'est peut-être un peu gros. Mais cette vie est tellement compliquée que... Ça veut dire que pour toi, donc, c'est quoi la réussite? Toi, tu bases la réussite sur quoi? Je pense qu'on évolue, dans cette vie et on est bousculé par deux choses. On parlera d'un autre côté de la souffrance, parfois. On a le manque de quelque chose et on bouscule pour atteindre cette chose-là. Mais si vous remarquez bien, lorsqu'on a également cette chose-là, on s'ennuie. Donc, la vie aussi entre le manque, qui est une souffrance, et l'ennui. Une personne qui arrive à dire j'ai réussi ma vie, il faut se poser la question à quel niveau? Maintenant, est-ce que toi tu ne penses pas que la réussite ce n'est pas en fonction des objectifs? Moi je peux me fixer un objectif par exemple et j'atteins l'objectif, je peux dire que j'ai réussi. Exactement. Oui, vous pouvez vous dire que vous avez réussi. C'est pourquoi j'ai dit c'est une conception que je ne la prends pas de la même manière. Mais effectivement, le plus important pour moi, et c'est ce que j'apprécie, c'est que vous essayez de trouver une satisfaction dans votre accomplissement. Et moi, c'est ça que je ne qualifie pas fondamentalement de réussite de la vie. Mais je trouve une satisfaction dans cela, parce qu'à un moment donné, vous verrez que vous allez vous sentir ennuyeux dans ce que vous avez réalisé. Et c'est la raison pour laquelle vous battrez encore à vouloir plus. Et c'est ça un peu le sens de la vie. Pour moi, réussir, c'est un peu comme un accomplissement et on va s'arrêter. Puisqu'on a réussi, qu'est-ce qu'on veut encore de plus? On a réussi sa vie, c'est fini. Vous voyez un peu l'idée, c'est de dire, oui, on trouve, je ne veux pas aussi le dire comme s'il n'y avait pas de plaisir à vivre, comme s'il n'y avait pas un bonheur à vivre, mais c'est à nous de trouver de la satisfaction dans tous les accomplissements que nous avons réalisés. Et c'est même ça qui donne un sens à la vie. C'est ça vraiment qui donne un sens à la vie. Donc, dans le domaine, pour répondre à la question, c'est vrai que, pour répondre à la question, je n'ai pas, pour utiliser votre expression, des réussites. Je peux expliquer, qualifier, vraiment impressionnant. Parce que j'ai toujours tout construit sur la durée. C'est peut-être en fin de compte que c'est un peu, ça m'apercevoir que, voilà peut-être telle chose que Gideon a réalisé, mais pour moi, c'est pas assez impressionnant. C'est aussi impressionnant par moment, parce qu'à un moment donné, quand tu te couches sur ton lit et que tu regardes ce que tu as eu à réaliser, tu es toi-même impressionné. Mais dans l'action, quand tu vois le temps que ça a pris, comment tu as construit petit à petit, tu prends cela vraiment avec modestie. Avec modestie. Donc même dans ma carrière de trader, j'ai toujours eu à construire des choses avec le temps.
Moi, je connais par exemple des apprenants en 2020, 2021, pendant le bull run, pour ceux qui comprennent, qui sont dans le domaine des crypto-monnaies, ils en savent énormément, qui étaient venus faire des formations. À l'époque, je pense que c'était même des masterclass gratuits parce qu'on a toujours beaucoup plus organisé des événements gratuits. Et là, à la fin, je pense une année après, parce qu'il avait oublié son portefeuille, il avait pris certaines cryptos à l'intérieur. Et lorsqu'il a retrouvé ces mots-clés de son portefeuille un an après, avec un investissement de pratiquement $50 à l'époque, il s'était retrouvé à plus de 42 millions de francs CFA. Moi, je n'ai jamais eu ce type de situation. Ouais. J'ai même rêvé aussi me retrouver dans ce type de situation, mais vraiment, toutes mes réussites ont été construites vraiment sur le long terme. Pourquoi? Ouais. Pourquoi surtout? Parce que j'ai compris la réalité de la vie professionnelle. Et l'un des secrets, c'est également une bonne gestion financière. Okay. Et lorsqu'on parle de gestion financière, la clé, c'est la protection de ce qu'on a. La clé, c'est la sécurité. Si la preuve qu'une personne sait gérer de l'argent, c'est que la personne sait d'abord garder. Donc, moi, j'ai vraiment une conception très protectrice. Okay. Et par conséquent, je m'engage dans ce qui est sérieux, dans ce qui est solide et dans ce qui me garantit une certaine sécurité. Okay. Le malheur de ça, s'il y a un malheur, ce que je n'en trouve pas, mais je peux dire comme ça, le malheur dans ce type de vision, c'est que tu ne gagnes pas trop. Tu gagnes peu, mais c'est sûr. Et le bonheur est que c'est sûr, et que c'est sécurisé, et que tu ne te lèverais pas un matin et tu verras tout ce que tu as construit tomber d'un étage. Exactement. Donc c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle je ne peux donc pas dire que quelle est la plus grande réussite. Mais par contre, ce que je peux considérer comme réussite, c'est vraiment au niveau de l'impact. Des choses que j'ai eu à réaliser. Okay. Des endroits où je rêvais, peut-être un jour être juste assis, mais je me suis plutôt retrouvé devant, être celui qui était vu. Voilà. C'est vraiment un peu ça, ce que je peux parfois regarder et je me dis, oui, Dieu m'a pris vraiment de loin pour m'amener là. Ce n'est pas une réussite financière, ce n'est pas une réussite de quoi que ce soit, vraiment c'est l'impact. C'est l'observation que j'ai quand je vois des personnes que je rencontre. J'étais avec un au Bénin et j'avais mis en statut toutes les personnes au Bénin qui me connaissent depuis au moins 3 ans, venaient me rencontrer, on va prendre un dîner. Et parmi, il y avait un qui me présentait ses prouesses et moi j'étais fier de voir un jeune qui aujourd'hui s'est lancé dans l'agriculture et qui importe ses produits, qui a construit une maison pour sa famille. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et que la personne te dise, c'est parce que je te suis que j'ai eu à réaliser ça. Pour moi, c'est vraiment ça, ce que je peux considérer comme petite réussite dans mon parcours. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Quelles sont ces choses qui te plaisent le plus? Est-ce que c'est former? Est-ce que c'est peut-être gagner de l'argent? Bon, au début, j'aimais former. Aujourd'hui, je n'aime plus former. La vérité, vraiment, je n'aime plus absolument former. Déjà, même ce qu'on a aujourd'hui comme centre, je pense qu'il n'est même plus actif depuis. Est-ce que c'est l'argent? Oui, tout le monde aime l'argent, je ne dirais pas le contraire. Mais beaucoup plus, c'est la liberté. Oui, beaucoup plus, c'est la liberté. C'est vraiment ça. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle de liberté, on a le sentiment qu'on ne fait rien. Non, on travaille énormément. Je dis souvent, je ne connais pas, par exemple, un salarié qui me dira en face que je travaille plus que toi. Moi, difficilement j'en trouve. Tu es libre, mais tu te retrouves en train de faire 10 fois, 20 fois ce que les personnes qui ne sont pas libres ne font pas. Mais la seule satisfaction, c'est que tu le fais par passion, tu le fais parce que tu as un objectif à atteindre et cet objectif-là nourrit ta motivation et ça te procure de l'énergie pour davantage le faire. Donc vraiment, c'est la liberté. En un mot, c'est la liberté. Si on est donc dans un environnement comme cela, parce que le monde des crypto-monnaies, c'est une jungle, il faut donc se dire, si je m'engage tout simplement parce que je vais me positionner sur n'importe quelle crypto-monnaie, je vais me faire dévorer. L'idéal alors, c'est de faire quoi? C'est de se positionner sur les meilleures
Moi, par exemple, depuis 2022, c'est-à-dire depuis que j'ai découvert cette approche particulière, c'est-à-dire de se positionner sur les leaders du marché, je n'ai pas dans mon portefeuille de crypto-monnaies hors du top 10. Et on est d'accord qu'être dans le top 10 des actifs qui sont comptés à plus de 20 millions, il faut dire qu'on est vraiment dans la pointe. On est avec les meilleurs. Et ils ne sont pas meilleurs pour rien. Ils ne sont pas dans le top 10 pour rien. C'est parce qu'ils ont fait leurs preuves. C'est parce qu'ils ont vraiment quelque chose de solide. Donc je ne m'en vais pas là-bas pour savoir si c'est solide ou pas. Si ce n'était pas solide, ça ne serait pas là. Ouais. Donc c'est plus facile pour moi de me positionner. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de savoir gérer mon portefeuille. Mais ça veut dire que toi, tu es de ceux qui se rangent du côté des forts. Du fort, des forts, exactement. Okay. Et ça, c'est devenu une loi pour moi dans presque tout. Et je pense que ça m'arrange vraiment bien. Okay. Ça peut vraiment coûter, mais tu seras toujours satisfait d'être proche des forts. Et c'est ça qui crée la démarcation. Il y a certaines personnes qui vont se dire, non, là, ça coûte tellement cher. Là, ça ne me rapporte pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pousse les personnes à aller sur des petits actifs? Mais parce que les rendements sont élevés là-bas. On va te dire par exemple que le Bitcoin a déjà trop fait. Ça ne peut plus trop exploser. Et c'est mieux de prendre une crypto-monnaie dont on ne connaît même pas bien le nom. On ne peut pas bien prononcer le nom. Parce que là-bas, il y a de gros potentiel. Mais sauf que la probabilité pour que cette crypto-monnaie-là marche est de 0,01%. Et moi, je préfère plutôt de prendre le Bitcoin où la probabilité pour que ça échoue est de 0,01%. Donc tu as deux choix. Soit prendre un actif qui a de forts rendements et qui te donne une probabilité de gain de 0,01, soit prendre un actif qui est solide et qui te donne plutôt une probabilité d'échec de 0,01. Et moi, mon choix est vite fait, c'est le choix du deuxième. Je préfère la sécurité que le rendement. Parce que là où il y a la sécurité, le rendement va suivre. Mais là où il y a le rendement, la sécurité ne suit pas toujours. Là où il y a des très très forts rendements, la sécurité ne suit pas toujours. Et si tu chasses le rendement, tu n'iras jamais loin. Mais si tu cherches la sécurité, c'est sûr que tu iras quelque part. Et c'est vraiment ça l'approche. Quelle est la chose qui est plus importante pour toi? Que tu penses qu'il faut avoir ça pour réussir dans le monde du trading et tout ça? Oui, la compétence la plus importante dans les marchés financiers, c'est la patience. La patience? Oui. Okay. Puisqu'en fait, ce n'est qu'une question de patience. Le plus souvent, vous allez voir une personne qui perd. Elle perd tout simplement parce qu'elle est sortie très tôt. Okay. C'est généralement ça. Mais sauf que la patience ne suffit pas. Il faut d'abord trouver le bon actif, le bon placement, avant de patienter. Sinon, tu risques de patienter dans la bêtise. Tu risques de patienter dans l'échec. Ouais. Donc aussi longtemps que tu es sûr que le choix que tu as fait, c'est un bon choix, et que ce choix-là remplit tous les critères de ce que c'est qu'un bon choix d'actif, tu peux patienter. Et que tu sais que tu es entré dans cet actif au bon moment, là, à ce moment, lorsque toutes les cartes, tous les feux sont ouverts, là maintenant, tu peux donc mettre en avant ce que tu as de plus précieux, comme tu me demandais tout à l'heure, qui est la patience. Et tu patientes. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais ça finira par marcher parce qu'il y a quelque chose de solide derrière. Voilà pourquoi nous, en tant qu'investisseurs boursiers ou alors investisseurs crypto, on a deux choses à faire. D'abord, on a la compétence pour pouvoir analyser un actif et faire le bon choix. Et ensuite, notre côté, ce qui nous reste à faire, c'est de patienter et de surveiller l'actif. Donc, c'est un peu ça. Ok. Si Gédéon devait prédire le marché financier dans les 6 prochains mois, étant donné que nous sommes filmés actuellement et la vidéo sera publiée, si on doit revenir dans les 6 prochains mois, qu'est-ce que Gédéon va dire? Déjà, je n'ai pas la prétention de pouvoir faire des prédictions de ce type. Okay. Non, déjà, c'est déjà ça. Surtout que les performances du passé ne déterminent pas les performances du futur. Ouais. Donc, je pourrais me baser sur plein d'analyses et vous dire voici comment je vois le marché dans 6 mois. Mais sauf que ça ne pourra pas fondamentalement être ça. Mais il faut tout simplement dire que dans le marché des crypto-monnaies, par exemple, les crypto-monnaies n'ont encore rien prouvé et que le chemin est encore long. Un chemin de rendement qui est long. Je ne vais pas donner mes prédictions, mais plutôt des personnes, des institutions qui ont en quelque sorte la légitimité de donner. Plusieurs estiment
que d'ici 2035, le Bitcoin, par exemple, un Bitcoin sera 1 million de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les agences de renseignement pointues qui estiment la valeur du Bitcoin à cela. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pour moi qui suis un investisseur particulier, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que l'actif dans lequel je suis en train de me positionner est un actif sûr qui me donnera un rendement conséquent. Okay. Et en tant qu'investisseur, il faut dire que 6 mois, c'est un court terme. 6 mois, c'est le court terme. En investissement, on part généralement dans les 3 ans, 5 ans. En tout cas, pour les investisseurs qui sont sérieux. Parce que ce qui rapporte au niveau de l'investissement n'est pas que le simple rendement. On va vous dire par exemple un rendement de 10%. Peut-être que vous ne pouvez même pas me prêter votre argent pour que je vous donne ça en fin d'année avec 10% d'intérêt. Donc 10% semble être faible. Mais 10% n'est pas faible lorsque ça traverse le temps. Donc c'est le rendement plus le temps qui crée l'effet de levier. Donc si on entre pour 6 mois, c'est trop peu. Si on entre pour 1 an, c'est trop peu. Je vais prendre un actif, puisqu'on parle là des actifs, et je préfère même contextualiser ça en restant sur les marchés africains. On a une action, par exemple, comme l'action de Nestlé, Nestlé Côte d'Ivoire. Moi, quand je découvre l'action de Nestlé Côte d'Ivoire, c'est dans les 300 francs en 2020. Vous savez quel est le prix ce matin de Nestlé? On est dans les 11 000 francs l'action. Vous imaginez si vous aviez mis 1 million de francs CFA en 2020 sur Nestlé. On a Nestlé qui est une entreprise solide, un patrimoine qui a traversé des années. Ça rentre dans le même critère que je vous disais tout à l'heure. On veut être sur des actifs forts. On est aussi sur une entreprise qui produit, des, je vais répéter le même mot 2 fois, des produits de première nécessité, qui sont consommés au quotidien. Donc on est d'accord que la demande est élevée. Et on parle aussi d'une entreprise qui est leader de son marché. Donc lorsque tous les feux sont ouverts à ce niveau, je peux me positionner sur cet actif-là sur le long terme. Et c'est ça. Mais une personne par exemple qui s'était positionnée en 2020 et qui dit je vais sortir en fin d'année, la personne aurait peut-être gagné énormément. Mais sauf que lorsqu'on se positionne dans les investissements comme la bourse, par exemple, et lorsqu'on devient un investisseur qui veut se positionner sur des investissements, des actifs solides, il faut dire qu'on change de cap d'investisseur. On est maintenant un investisseur qui recherche la richesse générationnelle et pas la simple richesse. La richesse générationnelle, c'est sur le long terme. Ce n'est pas que je vais gagner tel argent, j'ai investi telle chose, je vais gagner un mois et je continue ma vie. Moi, quand j'entre dans la bourse, quand j'entre dans ma nouvelle approche d'investissement dans les cryptos, ce n'est plus le court terme, ce n'est plus le moyen terme, c'est la richesse générationnelle. J'ai envie d'être à un niveau où je vis tout simplement des dividendes de ces entreprises-là. Et c'est ça la liberté. C'est même ça la véritable richesse. Parce que lorsqu'on parle de la richesse c'est quoi? Pour moi, la richesse, c'est la liberté. Donc si votre richesse ne vous donne pas de la liberté, vous n'êtes pas riche. Donc si on veut être riche, on doit savoir que la richesse qu'on recherche là, c'est dans la liberté. Et on doit tout mettre en ordre dans notre vie. On doit tout construire dans le but d'obtenir cette liberté-là. Et c'est ça qu'on recherche, nous, quand on part en bourse. C'est ça qu'on recherche quand aujourd'hui, vous avez certainement vu notre conférence sur le Bitcoin. En fait, c'était même déjà un signe de notre nouveau positionnement. On se positionne aujourd'hui sur des actifs vraiment solides. Et lorsqu'on se positionne sur ces actifs-là, c'est parce qu'on veut créer de la richesse générationnelle. Et là, c'est sur le long terme. Ce n'est donc pas une affaire de 6 mois, ce n'est donc pas une affaire d'1 an, c'est même une affaire de vie. Et de profiter tout simplement du résultat de ce que notre construction nous procure, nous génère aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce que Gédéon pense de la concurrence, en fait, qu'est-ce qui se passe de la concurrence des plateformes de trading en ligne? La concurrence, il faut dire que le monde des marchés financiers, c'est un monde où il y a beaucoup de charlatans. Il n'y a pas que des charlatans qui seront peut-être des formateurs qui doivent induire la masse dans l'erreur. Et il y a aussi des charlatans qui sont des plateformes qui vont venir comme des plateformes sérieuses et qui vont embarquer un grand nombre de personnes. Et c'est la raison pour laquelle c'est un domaine où le savoir est primordial. Ne vous engagez jamais dans ce domaine sans apprendre.
Ne vous engagez jamais dans ce domaine sans apprendre. Et il faut le dire en toute vérité que la plupart des plateformes aujourd'hui de trading en ligne sont des arnaques, sont des constructions des arnaques. Le plus grand problème pour nous en Afrique, c'est qu'on n'a pas des institutions qui réglementent ce secteur. Et quand il n'y a pas de réglementation, chacun peut donc trouver un bon terrain pour son exercice. Ouais. En Europe, je pense que récemment, je ne vais pas donner le nom de la plateforme, l'une des plus grandes plateformes au monde, a même été chassée du Canada. Pas que c'est un scam, mais pour vous montrer à quel point les États ont réglementé le secteur pour protéger leurs citoyens. Ouais. Mais chez nous, on n'a pas de réglementation à ce niveau. Et le manque de réglementation fait même énormément perdre à l'État. Parce que non seulement vous ne les réglementez pas, ils arnaquent les citoyens, et aussi vous ne gagnez rien derrière cette plateforme-là. Ouais. La réglementation, elle est importante. Ouais. Je sais que l'État aime gagner, donc l'État devrait penser déjà à réglementer. Je disais que l'État gagnerait donc plus à réglementer le secteur. Voilà, ça permettra à l'État de gagner, l'État aime gagner. Ça permettra aussi à l'État de protéger les citoyens qui se font arnaquer par manque d'intelligence dans le domaine. Ouais. Il ne faudrait plus que l'Afrique soit le terrain ou alors le marché où on voit le plus ce type d'entreprise dont on ne sait vraiment pas les bases, voilà, où elles sortent. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de plateformes, mais vraiment la majorité sont des arnaques. Et lorsqu'il n'y a pas la réglementation, l'arnaque prospère. S'il n'y a pas de police, les bandits vont prospérer. Ouais. Mais lorsqu'on met des garde-fous et tout, ils sont contraints à pouvoir être disciplinés et à pouvoir faire tout autre chose que le banditisme. Et c'est la même chose. Si on veut des plateformes sérieuses en Afrique, au Cameroun, il faudrait que nos États puissent réglementer le secteur. Le seul problème, c'est que l'Afrique aime toujours être à la dernière heure. Pourquoi par moment on ne peut pas prendre des initiatives comme celle-là pour dire nous on avance même avant les autres. Oui. Moi je pense que dans la vie, lorsqu'on est dernier, entre guillemets, je ne dis pas que l'Afrique est dernière, je veux dire, lorsqu'on n'a pas l'avance des autres, il faut souvent prendre des initiatives qui bousculent les normes. Juste parfois même pour son mindset. Oui, de savoir que c'est vrai, je n'ai pas le niveau de faire certaines choses, mais je vais le faire aujourd'hui. Ça va un peu me bousculer le mindset et ça me permettra de franchir un certain pas. Ouais. L'Afrique, par moment, va se dire, c'est vrai qu'on attend souvent que les autres font d'abord ceci avant que nous on suive. Bon, essayons de faire un peu en premier. Okay. Et dans le domaine des réglementations, nous sommes même déjà en retard. La plupart ont déjà réglementé. Pourquoi pas nous? On parle par exemple du Bitcoin aujourd'hui. En Afrique, on va attendre que la France réglemente, on va attendre que l'Allemagne et l'Angleterre réglementent pour qu'on puisse suivre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi s'élever et essayer? Parce qu'on a parfois peur d'échouer. Mais c'est parce que je pense que l'Afrique est à ce niveau parce que l'Afrique a trop peur d'échouer. L'Afrique a trop peur d'échouer. J'aime beaucoup cette pensée de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, dans son livre Un destin pour l'Afrique. Il dit, si le chemin qu'on a utilisé, qu'on a emprunté jusqu'ici, nous a toujours conduit à l'impasse, pourquoi ne pas essayer un autre chemin? C'est-à-dire qu'on a toujours utilisé cette voie de marcher comme ça. Mais où est-ce qu'on en est? Bon, essayons un autre, même si c'est juste même, comme ça. Oui, même ça va nous conduire à l'enfer, que ça nous brûle d'abord là-bas, on va revenir différemment. Il faut essayer par moment pour voir un peu la piste. Mais on veut toujours, on est trop dans le domaine de se sécuriser, de se protéger. Et ça fait même parfois, en sachant le chemin, on sait où on va arriver. Exact. Mais on s'entête quand même à aller. Oui. À un moment donné, il faut être audacieux. C'est-à-dire que j'essaye aussi. Pour une première fois, voilà, je dois prendre l'initiative moi-même. Voilà pourquoi j'ai apprécié l'initiative du président de la Centrafrique. Ça a échoué, hein. Mais je n'ai pas honte de ça. De prendre le Bitcoin comme étant la monnaie, d'officialiser le Bitcoin comme une monnaie légale en RSA. Ça peut être échoué pour certains. Les avis sont dispersés. Mais pour moi, c'est un peu cette Afrique-là que je veux, c'est-à-dire qui surprend. On s'est levé un matin et on a vu un président qui a officialisé le Bitcoin. Ça surprit tout le monde. C'était la même chose au Salvador. On s'est levé un matin, on voit un président qui a officialisé le Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'on va toujours attendre que ce soit la France, par exemple, qui le fasse? Pourquoi est-ce qu'on va attendre que ce soit les États-Unis qui le fassent? À un moment donné, je pense qu'en fait, on n'a rien à perdre.
En tant qu'Africain, on n'a rien à perdre. Et il faut jouer sur la protection là, de n'avoir rien à perdre. Pour tout tester. Pour tout tester. Ouais. C'est la personne qui a construit des grandes choses qui a peur. En principe, c'est le riche qui a peur. Ouais. Le riche a peur de mourir. Oui. Toujours, vous pensez par exemple que le riche va par exemple prendre la business class dans un avion parce que c'est trop le confort. Oui, c'est le confort, mais en fait, c'est la protection. C'est là, il est plus en sécurité. Quand il a peut-être besoin d'un gardien, ce n'est pas tout simplement pour se faire voir, c'est pour être en sécurité. Ouais. Quand il prend des voitures de première catégorie, c'est parce que ces voitures-là garantissent toute une sécurité et de confort dans leur chemin de route et tout le reste. Donc le riche a plus besoin de sécurité. C'est le pauvre qui n'a rien à perdre, puisqu'en fait, sa vie dans son esprit, il a une vie moins chère. Mais nous, on est dans un continent, dans un pays, parce que pauvre même, c'est mal dit de l'Afrique, on a eu des grandes richesses, mais dans un contexte où rien n'est encore construit, on devrait tout tester. L'Afrique devrait être un laboratoire, mais un laboratoire où ce sont les Africains même qui sont les scientifiques dans ce laboratoire, pas un laboratoire pour les autres qui viennent tester en Afrique. Puisque c'est vrai qu'on ne parle pas de politique ici, et je pense à une époque en France, il y avait le frère d'un président de la République qui était parti au Tchad pour prendre des enfants pour tester un certain vaccin. Ce n'est pas ce type de laboratoire-là que je dis pour l'Afrique, mais je dis un laboratoire pour les Africains qui essaient de tester des initiatives. Ça échoue, on apprend, ça échoue, on apprend. Et le problème, c'est qu'on nous a appris que l'échec est un très très grand problème, alors que l'échec est vraiment un outil indispensable dans le processus de croissance. Si on n'échoue pas, on apprendra comment? Parce que qu'est-ce qu'on parle d'apprendre? On peut apprendre en fait l'échec des autres. Toute la vie d'apprentissage n'est qu'une suite d'apprentissage des échecs des autres. Voilà. Maintenant, est-ce que pour chuter justement, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Peut-être un conseil, ça peut être une idée, ça peut être peut-être une proposition pour la chute. Dans quoi? Le trading toujours, crypto-monnaie, blockchain. Oui, je vais tout simplement dire que dans le domaine du trading, si on s'engage, il faut savoir qu'il faut prendre du temps. Le trading n'est pas la meilleure activité pour gagner l'argent rapidement. Et ça, c'est ce que tout le monde pense. Et tout le monde le pense aussi parce que les formateurs, je me mettrai aussi devant, même si ce n'est pas ce que je fais, ont présenté cette activité-là de la pire des manières. Quel trader que vous connaissez, vous n'avez pas déjà vu devant un jet, devant une voiture, avec de l'argent sur la table? On a l'idée de ça qu'on va trading. Et c'est ça qui a fait de ce métier une passoire. Mais on devrait présenter ce métier comme une activité sérieuse. Moi, je connais les grands traders dans le monde, je ne vois pas leur compte Facebook avec tout ce qu'on voit, par exemple, du côté de l'Afrique où on part à Dubaï montrer une certaine vie. Parce que ça devrait être une activité sérieuse, parce que c'est de la finance dont il est question. Les études de finance, les activités liées à la finance sont les activités les plus responsables et les plus sérieuses. Et le malheur donc de ça, c'est que un jeune trader qui s'engage dans le trading, c'est en fait que la souffrance de sa famille est terminée à l'instant où il va s'asseoir sur un banc pour apprendre le trading. Et c'est ça la grosse erreur. Je le disais en entrée, on peut être riche dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il suffit de mettre la discipline qu'il faut, il suffit qu'on ait la passion qu'il faut. Moi, les personnes les plus riches dans mon entourage ne sont pas des traders, ce sont des personnes qui font autre chose. Donc moi, en tant que trader, je ne suis même rien parmi ces commerçants-là que je connais qui font venir des conteneurs au pays. Je ne suis rien derrière eux. Mais ce n'est pas parce que je suis trader que je vais penser que je suis supérieur à quelqu'un. Le trading, c'est une activité qui demande du temps. On peut aussi être trader pendant toute sa vie et ne pas être multimilliardaire, multimillionnaire. Ça, c'est aussi une vérité qu'il faut intégrer. En fait, ça veut dire que le trading, c'est comme un métier. C'est comme un métier, exactement. Je le dis souvent, on ne sera pas tous millionnaires dans la vie. On ne sera pas tous milliardaires. Mais nous tous, on peut atteindre un niveau de vie où on est heureux. Et c'est ça qu'il faut rechercher dans chaque activité qu'on mène. Ce n'est pas une question d'argent. La réussite de la vie n'est pas quantitative. Elle est qualitative. Donc, si on s'engage dans le trading et qu'on ne pense pas de cette manière, on va se casser réellement la figure et ça sera désolant. Donc, les personnes qui veulent se lancer en trading se disent, je vais apprendre. Je viens pour apprendre dans ce domaine. Je suis passionné dans ce domaine, je veux apprendre. Moi, j'ai des filles qui ont travaillé chez moi, même en tant qu'assistante. Aujourd'hui, elles travaillent dans des grandes sociétés de bourse
au Cameroun. Mais elles sont peut-être venues pour le trading. Aujourd'hui, elles sont employées dans les sociétés de bourse ici à Douala, qui sont réglementées par les marchés, par la COSUMAF. Donc, vous dire que l'idée n'est pas forcément de se dire je vais gagner beaucoup d'argent. Il y a une passion qui est là et on va apprendre. Et peut-être les pistes, les voies doivent s'ouvrir même ailleurs. Peut-être on va plutôt faire carrière dans autre chose. Peut-être on sera même recruté par une grosse boîte à Dubaï, aux États-Unis et tout le reste. Mais c'est parce qu'on était quand même passionné et qu'on voulait apprendre. Mais si c'est une question de gagner de l'argent, on se trompe. Je ne dis pas qu'on s'engage pas en trading pour gagner de l'argent. On veut gagner de l'argent dans tout ce qu'on fait. Mais les montants qui sont miroités par ceux qui viennent faire le trading est très loin de la réalité. Ça ferait du trading l'activité qui rapporte le plus. Or, pour moi, ce n'est pas l'activité qui rapporte le plus. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis trader parce que ça me procure de la liberté. Parce que s'il faut gagner beaucoup d'argent, je pense qu'il y a mieux. Mais sauf que le tout n'est pas de gagner beaucoup d'argent. Pour moi, c'est la capacité de pouvoir construire quelque chose de solide en partant du peu qu'on a. Et pour moi, c'est ça que je fais en tant que trader. Ce que je suis en train de construire aujourd'hui dans la vie active, c'est en partant du peu que je gagne sur les marchés. Et sauf que ce peu-là est additionné à une discipline financière. Et c'est ça qui produit la magie. Donc je veux tout simplement inviter aussi tout le monde à dire, allez sur les marchés, construisez. Tout petit, faites vos classes. On ne réussit en rien dans la vie sans faire ses classes. Faites vos classes tout doucement. Soyez fiers de gagner 5 dollars à la fin d'une semaine. Soyez fiers de gagner 10 dollars à la fin d'une semaine. Et un jour, c'est sûr, vous gagnerez 1000 dollars par jour, peut-être. Un jour, vous gagnerez 10 000 dollars par semaine, c'est possible. Mais vous aurez fait vos classes. On ne se lève pas un matin et on atteint ce niveau-là. On construit avec le temps. Et on y additionne cela de la discipline financière pour pouvoir vraiment rester à ce stade. Parce que le plus difficile n'est pas souvent de devenir riche, c'est de rester. Merci beaucoup, Gédéon, d'avoir accepté de participer à cette émission aujourd'hui. Le plaisir le mien. Ok, moi merci. C'était un moment d'échange. Mais là, tu vas regarder la caméra. Je peux te dire 2 mots. Comme en entier, tu vas dire 2 mots. Tu vas encore chuter avec 2 mots dans la caméra. Déjà, je vais remercier Arthur Jospin pour cette invitation. C'était un plaisir pour moi d'être sur ce plateau, d'échanger d'un domaine qui me passionne et qui me fascine. Voilà, j'ai essayé, comme je pouvais, de répondre aux questions pertinentes qu'il a eu à poser et j'espère que les réponses à ces questions permettront à quelqu'un d'apprendre quelque chose, de grandir, de traverser un autre palier de sa vie dans ce domaine ou de sa compréhension de ce domaine. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire que merci une fois de plus et peut-être à très bientôt. Ok, merci d'avoir regardé cette émission. On se dit prochainement pour une autre émission.